Bonjour. Dans la continuité des échanges avec de hauts responsables africains au sujet de la nouvelle dynamique de coopération sud-sud et intra-africaine dans le contexte de la pandémie Covid-19, l'Institut Amadeus a l'honneur de recevoir son Excellence Dr Amani Abouzeid. Madame Amani Abouzeid est le commissaire à l'infrastructure et à l'énergie de l'Union africaine. Lors de cette conversation, nous allons discuter des enjeux de coopération au sein du continent africain et les nouvelles dynamiques de la situation de pandémie imposent. Votre Excellence, la propagation rapide de l'épidémie de Covid-19 a soumis les systèmes de santé publique à des contraintes extrêmes et provoqué des dommages économiques, sociaux, humanitaires sans précédent. À votre avis, quelles sont les priorités de coopération pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains et quels sont les mécanismes nécessaires pour une meilleure gestion de crise au plan continental? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est une question extrêmement importante et Amadeus est comme toujours à l'avant-garde de tous les mouvements sociopolitiques en Afrique et j'apprécie beaucoup le travail que vous faites et que vous continuez toujours à faire. Le continent africain, comme vous le savez bien, malgré le nombre important donc, de personnes qui sont infectées par le virus, reste quand même, ces chiffres restent en dessous de ce qu'on a vu ailleurs dans d'autres pays. Sauf que pour l'Afrique, les implications socio-économiques sont extrêmement importantes et graves d'ailleurs. Et risque de nous prendre en arrière 10 ou 15 ans après donc, tout le gain que nous avons fait au cours de ces 2 dernières décennies. Comme par exemple, puisque je m'occupe aussi du tourisme, le tourisme, l'Afrique a perdu 55 milliards de dollars à cause de l'arrêt, pratiquement l'arrêt total donc, du tourisme sur le continent à cause des mesures donc, de confinement. L'aviation civile a perdu 6 milliards de dollars. L'énergie, une question qui est déjà très fragile sur le continent puisque la moitié des Africains n'ont pas accès à l'énergie et à peu près 870 millions d'Africains n'ont pas accès aux sources d'énergie propres pour les utilisations domestiques, genre faire la cuisine par exemple. Ça, c'est déjà une situation très fragile. On a aussi découvert, et je dis découvert parce que bon, c'était pas mis sur l'avant-plan que une facilité de santé sur 4 n'a pas d'énergie du tout. Et surtout en Afrique, je parle de l'Afrique subsaharienne ici, et puis seuls 28% des facilités de santé ou d'hôpital n'ont pas accès à une source fiable d'énergie. Ça, c'est une situation extrêmement grave et fragile. Et nous craignons, comme dans la situation actuelle de la pandémie reste toujours fluide et nous n'avons pas de clarté comment les choses peuvent évoluer. On craint une 2e ou 3e vague comme le monde entier et on craint aussi donc qu'il y ait explosion de la situation de santé sur le continent. Donc, l'énergie ici, ça n'aide pas donc puisque ces facilités de santé ne pourront pas répondre à cette question. Sur le plan positif, parce qu'il y a des éléments positifs, sur le plan positif, comme vous le savez peut-être, au début de cette année, l'Union africaine a lancé la stratégie africaine pour la transformation numérique. Le monde s'est numérisé, je dirais, au bout de 2 semaines. Et c'est devenu donc la mode non seulement la mode de travail, mais aussi la mode de survie presque. Donc, il y a tout la pandémie a créé une sorte de catalyseur extraordinaire pour cette transformation numérique et on voit donc que nos gouvernements accélèrent encore plus les services et les applications et les plateformes visant donc à promouvoir la numérisation dans les différents pays. On a vu bien sûr des questions positives par rapport à l'environnement,
On a vu des questions positives par rapport au nombre d'accidents de la route, parce que l'Afrique est le continent où il y a le plus grand nombre d'accidents de la route, 292 000 fatalités par an, le chiffre le plus haut du monde entier. Donc, au cours de cette pandémie et pour la même période, il y a eu une diminution de 70% de ces fatalités. Mais à part ça, bien sûr, donc la situation reste difficile pour les emplois, pour la question donc, des PME, tous les secteurs pratiquement sont affectés négativement. Il nous faut donc travailler ensemble sur ce plan. Mais un élément qui est extraordinaire, qui est apparu lors de cette pandémie, qui est un moment extrêmement difficile dans le monde entier et sans précédent, c'est l'unité et la solidarité africaine. Dès les premiers jours de l'annonce de cette pandémie, on a vu nos chefs d'État et nos gouvernements s'allier ensemble et parler de l'Afrique en tant qu'une seule unité, faire le plaidoyer pour donc, les ressources pour l'Afrique. Vous savez qu'il y a donc un fonds qui a été créé pour ce sens. Et donc, il y a tout un travail qui se fait donc, pour un plan d'urgence pour le continent au plus haut niveau. On a vu aussi des expressions de solidarité entre les pays extraordinaires, malgré, comme je dis, la situation difficile où le monde entier était, ou il est peut-être, mais nos pays n'ont pas épargné d'efforts pour donc s'entraider. Et donc, dans ce sens, je souligne avec beaucoup de fierté et de gratitude donc le geste extraordinaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI donc, pour appuyer et pour donc aider ses frères et pour aider les pays africains à travers un don royal extraordinaire de dons médicaux. Merci, Madame Abou Zeid. Vous avez dressé un tableau équilibré de la situation en Afrique, les difficultés, mais aussi les zones d'espoir. Et parmi les thématiques qui prêtent à espoir, nous trouvons la transformation numérique, l'environnement, et un petit peu aussi, vous avez mentionné la réduction des accidents de la route. Donc, j'aimerais revenir, s'il vous plaît, sur le point de l'importance des technologies numériques qui, aujourd'hui, sont de plus en plus évidentes. Donc, comment renforcer nos réseaux, intégrer la transformation digitale dans l'administration et l'enseignement et dynamiser le commerce digital en Afrique? D'abord, il faut savoir la situation où nous étions il y a 3 mois. L'Afrique, il faut dire que maintenant, si vous n'avez pas l'Internet, si vous n'êtes pas connecté, vous n'existez pratiquement pas. Ça, c'est la situation que nous vivons tous. Seul le tiers du continent est connecté. C'est vrai que le continent africain, c'est le continent où il y a la pénétration la plus rapide de l'Internet dans le monde entier, mais reste à savoir que seul le tiers du continent est connecté. Et il n'est pas connecté nécessairement à une vitesse, à haute vitesse ou bien de manière fiable, vu que la source d'énergie n'est pas toujours fiable. Et il y a une discrimination vraiment qui frappe entre zones rurales et zones et villes. Ça aussi, zone urbaine. Donc, ça aussi, il faudrait prendre compte de ça. Et il faudrait aussi savoir que parce qu'à l'Ouest, on parle toujours de hommes-femmes, c'est vrai, il y a par rapport, la question du genre se pose aussi énormément pour tout ce qui est numérisation, mais ceci dit, le continent, au bout des 10 dernières années, a fait des avancées extraordinaires et nos jeunes, malgré tous ces défis, continuent à produire des applications et des plateformes extraordinaires. Et donc, il faut donc continuer donc, à pousser ces jeunes, à les encourager à travailler dans ce sens. L'innovation, c'est ça qui résoudra la question de l'Afrique, l'innovation africaine, qui résoudra les questions de l'africaine. On en a vu beaucoup au bout de ces 10 dernières années. Or, maintenant, c'est devenu non pas une question de valeur ajoutée. Comme je dis au début, c'est devenu une question de survie.
Si vous n'avez pas l'Internet, vous n'existez pas. Donc, il nous faut très rapidement donc, continuer donc, le travail qu'on a commencé pour la connectivité. Et cette fois-ci, la connectivité à haut débit, c'est-à-dire le broadband, parce que, comme vous le savez, la plupart de ces plateformes ou applis ont besoin donc de haute vitesse. Il nous faut donc tout ce qui est formation et formation des jeunes, femmes, hommes, pour les questions pour tout ce qui est numérique. Ça, il faut aussi accélérer. Et maintenant, je n'ai pas besoin, parce que ça, c'était ce que je faisais il y a 3-4 ans, c'est d'essayer de convaincre nos gouvernements de l'importance de la numérisation. Je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, parfois, il y a des situations comme une crise, enfin, une crise est aussi une opportunité vue d'une autre manière. Donc, mais il faut énormément de moyens. Nous avons calculé, on a fait une étude avec la Banque mondiale, enfin le Broadband Commission, la commission du broadband, la commission globale. Et donc, comme j'y suis membre et le vice-président de la Banque mondiale est membre aussi, donc on a fait une étude et les estimations, c'est 100 milliards de dollars pour donc, couvrir tous les aspects de transformation numérique d'ici 2030. Le pari que je continue d'ailleurs à tenir, c'est que l'Afrique le fera avant 2030. Et les 3 derniers mois, c'est ça qui me rassure, que j'aurais peut-être raison. Parce qu'au bout de 2 semaines, comme je vous ai dit, au bout de 2 semaines, tout le monde savait comment utiliser donc, tout ce qui est plateforme pour les réunions, mais aussi nos enfants donc, et les gouvernements ont mis en place des plateformes numériques pour l'éducation. La santé, on a vu donc la consultation par voie numérique. Vous parlez de e-commerce et le commerce électronique, on a vu pour certaines plateformes une augmentation d'à peu près 500%. 500% d'augmentation. Donc, c'est devenu une mode de vie. Et il ne me semble pas qu'on ira en arrière post-Covid. Donc, une fois, ça, c'est un terrain qui est déjà gagné. Je ne pense pas qu'on retournera vers l'arrière. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est encore une fois cette question d'intégration. L'Union africaine, c'est l'intégration. C'est faire de manière à ce que ça ne soit pas 50 ou 54 ou 55 pays, chacun travaille de son côté. Il nous faut donc l'harmonisation des règlements, ça c'est très important. L'harmonisation de tout ce qui est mesures de sécurité, de cybersécurité. Remarquez qu'avec la pénétration et l'utilisation de l'Internet, la question de la sécurité se pose de manière importante. Il nous faut aussi ce qu'on appelle l'interopérabilité de nos systèmes pour qu'on puisse, donc, cet e-commerce, que ce ne soit pas uniquement dans un pays, mais entre pays. Donc, il y a toute une série de protocoles qu'il faut harmoniser. C'est un travail qu'on a commencé il y a 2 ans à travers Smart Africa, donc le marché numérique unique, donc Single Digital Market. Mais comme je le disais, donc les choses allaient petit à petit. Maintenant, si on voudrait vraiment aller vers l'intégration africaine, la numérisation et peut-être j'ajouterai aussi l'aviation civile sont des moyens sûrs et rapides. Et là, ne marche pas, c'est-à-dire pour tout ce qui est commerce, les deux sont importants. On a besoin de connexion, on a besoin de transport. Ça, c'est sûr. Donc, je continue donc à garder l'espoir. Nous avons développé un plan d'urgence. On renégocie avec les partenaires de l'Afrique de manière à prioriser la numérisation et l'énergie, parce que, encore une fois, on ne peut pas numériser sans qu'il y ait de l'énergie. Dire qu'on ne peut pas avancer et aller donc de l'avant même quelques mois sans que ces deux conditions soient remplies. En effet, Excellence, vous avez mentionné la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, l'Afrique se trouve devant la nécessité de diversifier ses chaînes d'approvisionnement. Donc, comment accélérer la mise en place des zones de libre-échange continentales africaines et faudra-t-il la reconfigurer pour refléter les nouvelles réalités et les risques d'un mode post-pandémie?
Oui, bien sûr. Au contraire, là aussi, c'est une autre opportunité qui se joue pour nous, qui se présente pour nous. Les chaînes de valeur ont été interrompues ailleurs, enfin, autour de nous. Or, l'Afrique, les ressources et les possibilités qu'il y a en Afrique sont illimitées. Ça nous force à regarder entre pays africains et de se complémenter, de se compléter l'un l'autre. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est une raison de plus qui vient renforcer la question de zones de libre-échange, par exemple, la question de industrialisation africaine, made in Africa, et de complémentarité africaine. Au contraire, maintenant, il nous faut regarder en intérieur, à savoir que voilà une situation qui s'est produite et on s'est trouvé coupé de tout, enfin de ce qui se passe, de ce qui vient de l'extérieur. Je crois aussi, et là aussi c'est le travail que nous faisons, nous invitons à nos partenaires maintenant de fabriquer en Afrique, de continuer à le faire. Et le Maroc a fait de grandes avancées dans ce sens. Et vous avez donc une politique extraordinaire pour cela. Donc, il nous faut donc made locally. Il faut donc, donc que ce soit le contenu local, la fabrication, la formation, tout ça, ce sont des questions qui sont beaucoup plus importantes aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Et quand j'ai dit, le monde a déjà changé. Donc, il y a toute une question, bien sûr, que le Covid-19 a posée autour de la globalisation. Donc, globalisation versus localisation. Et en tant que ce qu'on voit maintenant autour de nous et en Afrique, c'est que donc il y a cette tendance vers la localisation. Et moi, je dirais localisation, pas dans un pays, mais sur le continent. Et le continent a de quoi amplement se suffire, si vraiment il y a cette volonté de le faire. Oui, justement sur ce point de manufacture et de confection sur le local, mais aussi sur le plan africain. Vous aviez mentionné l'initiative royale d'envoyer une aide médicale à plus de 15 pays frères comme étant l'un des exemples d'entraide africaine. Cela a été possible justement parce qu'au Maroc, on a pu accélérer le pas de notre capacité industrielle et commencer à créer des masques, des gels hydroalcooliques, même des respirateurs. Comment pensez-vous que d'autres pays africains pourraient bénéficier de notre expertise dans ce domaine-là? D'ailleurs, oui, le Maroc a fait cela exactement, et je sais que l'Égypte l'a fait aussi, et donc peut-être d'autres pays. Mais bon, ce qui est vraiment appréciable et que nous avons donc apprécié, c'est que le geste du Maroc est venu au moment les plus difficiles donc de la pandémie. Même si maintenant les choses, enfin, espérons, commencent à se détendre un petit peu et on prend l'habitude. Non, mais l'aide du Maroc est venue au moment les plus difficiles. Et puis, comme vous avez dit, donc les mesures que nos pays africains ont pris dès les premiers jours. Là aussi, on n'en parle pas assez malheureusement dans la presse internationale. On nous dit que bon, l'Afrique, il y a un nombre pas important d'infectés, peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment, ils n'ont pas testé suffisamment. Et non, ce n'est pas uniquement ça. Peut-être qu'il n'y a pas assez de tests comme d'autres pays, mais il n'y a pas eu le nombre de fatalités non plus qu'on a vu dans d'autres pays. Et d'ailleurs, c'est ce que le WHO vient de dire. On était ensemble lors d'un webinaire du World Economic Forum la semaine dernière. Mais ce qui ne se dit pas, c'est que nos pays ont pris les choses très au sérieux dès le premier jour. On n'a pas joué, on n'a pas inventé des excuses, on n'a pas regardé ailleurs, on s'est dit voilà une situation, nous allons prendre des mesures très difficiles, à savoir que même ça pourrait nous faire très mal plus tard, mais la vie de nos populations, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, il faut le souligner, il faut le dire. Et non seulement ça, nous avons aussi converti, et voilà le Maroc en est un exemple, converti des lignes de production pour donc s'occuper ou bien donc pour produire tous ces équipements médicaux ou bien donc les masques ainsi de suite, tout ce qui est pour protection médicale.
Donc, ça aussi, hein, ça ne se dit pas assez sur les médias internationaux. Donc, nos pays ont mis les mesures nécessaires. Nous produisons donc les équipements et comment dirais-je, les PPI, enfin les équipements de protection. Et aussi, en Égypte, ils produisent maintenant localement tous les médicaments qui ont été prouvés donc efficaces jusqu'ici, se produisent localement, et ainsi de suite. Donc, il y a tout ça qu'on a fait, mais on s'entraide et puis on parle d'une seule voix sur la scène internationale. Ça, c'est extraordinaire. Personne n'en parle, malheureusement, dans les médias. Il faut le dire. L'Afrique a fait encore une fois la preuve vraiment de solidarité, d'unité, et nous sommes un. Et ça, il faut le dire. Même au moment les plus difficiles, non seulement pour nous, du monde entier. Et quand on se compare, et je ne veux pas citer qui, à d'autres régions du monde ou à d'autres pays, ce que votre pays a fait et d'autres pays ont fait, non, excusez-moi, nous venons bien à l'avance, c'est très haut sur vraiment, c'est très, très respectable et l'histoire nous garde dans une place très, très honorable pour les générations. Donc, merci beaucoup, Excellence, Dr Amani Abouzeid. Merci pour vos éclairages, votre analyse très pertinente. Merci d'avoir accepté de participer à cette conversation. Ici, à l'Institut Amadeus, on pense toujours qu'il est important d'engager ce genre de conversation pour faire avancer la réflexion sur les enjeux de coopération et surtout de faire porter la voix, comme vous l'avez mentionné, des engagements africains et de tout ce que l'Afrique peut faire et dont elle est capable. Merci encore. Merci d'avoir participé à cette conversation.